Trouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Elisabeth Moreno, ex-ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. De la direction de grandes entreprises internationales à l'engagement politique, en passant par la société civile et la philanthropie, Elisabeth Moreno incarne une trajectoire plurielle. Mais avant d'entamer cette conversation avec elle, comme chaque semaine, je vous propose un édito. Et ce matin, engageons-nous pour la puissance du lien. S'engager pour la puissance du lien, c'est s'engager contre la distance. Pas seulement celle des kilomètres évidemment, mais celle qui s'installe entre les êtres, entre les générations, les classes sociales, entre ceux qui réussissent et celles qui décrochent. C'est comprendre que la société se construit aussi par ce tissu invisible du quotidien, une main tendue, une écoute sincère, une parole donnée. C'est ce lien-là qui transforme un groupe d'individus en une communauté de destin. Pourtant, ce lien se fragilise chaque jour un peu plus. Notre époque crée du réseau, mais efface les rencontres. Nous sommes connectés, mais isolés, entourés, mais souvent seuls. Les échanges s'accélèrent, mais l'écoute disparaît. Pourtant, dans cette société fragmentée, chaque mot, chaque regard, chaque signe est une manière de reconstruire la confiance. Parce que derrière le lien, il y a cette vérité simple. Il nous sauve de la solitude et du cynisme. Il nous ramène à l'essentiel, au regard qu'on pose sur l'autre, à la place qu'on lui accorde, à la confiance qu'on lui fait. Il nous empêche de devenir indifférents, à la peine et à la souffrance bien sûr, mais aussi à la joie, à la réussite, à la vie des autres. Et ce lien, il se vit, il se construit, il peut se tisser chaque jour, partout. Dans les familles, dans les écoles, dans les entreprises, dans les associations, jusque dans la République elle-même. Partout où des femmes et des hommes choisissent la rencontre. Chaque fois qu'on choisit la coopération plutôt que la compétition, l'écoute plutôt que le jugement. Retisser le lien, c'est évidemment redonner du sens. C'est se souvenir que la solidarité n'est pas une faiblesse mais une force. Que recréer du lien n'est pas une mission secondaire, c'est une responsabilité partagée, c'est un acte politique, parce qu'au fond, derrière chaque politique publique, chaque décision économique, chaque engagement individuel, il y a une seule question qui compte. Qu'est-ce qui nous relie encore ? Alors oui, le lien se cultive, se protège, se réinvente, il demande du temps, de la patience, du courage. On le reconnaît dans une école qui refuse l'exclusion, il se révèle dans une entreprise qui choisit la coopération, dans une association qui redonne confiance à ceux qu'on n'écoute plus. Il se glisse chez un voisin qui aide, dans un collègue qui tend la main, il s'incarne dans tous ceux qui croient au pouvoir d'un regard bienveillant. La force du lien, c'est cette force discrète mais essentielle qui relie toutes celles et ceux qui croient encore que l'humain doit rester la boussole de nos actions. Et peut-être qu'au fond, la vraie révolution, ce n'est pas d'inventer un monde nouveau, c'est de reprendre à faire société ensemble. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Alors aujourd'hui, dans la force du lien, je donne la parole à Elisabeth Moreno, une femme qui a choisi d'agir de l'entreprise à la politique, en passant par la société civile. Elle a traversé plusieurs univers sans jamais perdre le fil de son engagement. Aujourd'hui, elle met cette expérience plurielle au service d'un même cap, créer de l'impact social et environnemental, là où les frontières entre public, privé associatif s'efface. Bonjour Elisabeth. Bonjour Muriel Réus, bonjour à tous et à tous. Alors quand on regarde votre parcours, on comprend vite, très rapidement, que votre moteur c'est l'action utile, chercher à transformer le concret face aux défis de notre temps. Qu'est-ce qui vous guide Elisabeth ? Ce qui me guide, j'étais très sensible à votre édito. D'abord il est magnifique, merci. On dit que le 21e siècle est le siècle de la solitude. On est plus de 8 milliards. On est plus de 8 milliards d'êtres humains sur la planète. Et pourtant, on n'a jamais été aussi seuls, tout en étant connectés. Et ça touche toutes les générations, les étudiants, les adultes, nos seniors. Et je pense qu'une société qui se sent seule est une société malade. Et rappeler que nous avons tous la possibilité de faire ce lien, c'est extrêmement important. Et la force de mon engagement tient à cette volonté que j'ai chevillée au corps de vouloir être utile. Parce que je crois que le vrai pouvoir, celui qui sert, devrait servir l'intérêt général. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes et d'hommes qui s'engagent silencieusement, qui ne font pas de bruit, mais qui font du bien à la société. Et on ne parle pas de ces gens-là.
on parle de tout ce qui fracture, on parle de tout ce qui divise. Et moi, je crois qu'au contraire, l'engagement, c'est tout le contraire de la résignation. Je ne veux pas me résigner à voir cette société se défaire. Et c'est pour ça qu'à la force des expériences qui ont été les miennes, dans le monde public, dans le monde privé, dans le monde économique, dans le monde associatif, entre l'Afrique, l'Europe, eh bien, je crois que ma passion, c'est de créer du lien entre les gens. Alors l'engagement, on en parle ici toutes les semaines dans la force de l'engagement. C'est vrai, maintenant ça fait la 4e saison et on a reçu des dizaines de personnalités engagées. Alors j'avais un peu envie de revenir sur votre parcours quand vous étiez ministre délégué à l'égalité entre les femmes et les hommes. Hein. Vous avez mené un travail déterminant dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette lutte qui continue, qui perdure avec des chiffres qui ne baissent pas. Ça devient même un petit peu désespérant en dépit des dispositifs mis en place. Ces dispositifs, vous avez été au cœur de leur mise en œuvre. Les ordonnances de protection, le déploiement du bracelet anti-rapprochement, l'augmentation des financements aux associations. Quel est votre regard aujourd'hui sur cet héritage et sur cette efficacité ? Je crois que le combat contre les violences faites aux femmes est le plus grand. C'est un combat civilisationnel. Et c'est le plus grand combat de notre humanité. D'abord parce qu'il touche 50% de la population mondiale et que sans ces 50%, l'autre 50% n'existe pas. Et on a beau être en 2025, moi je me souviens quand je suis rentrée au gouvernement, tous les 3 jours, une femme mourait sous les coups de son conjoint et de son ex-conjoint. Et je ne voulais pas me résoudre à ça, je voulais pas me résigner à compter nos mortes. Et ce sont d'autant que ce sont des morts qui peuvent, je pense, être évitées avec de l'éducation, avec de la formation, avec de l'anticipation, avec des mesures de politique publique solides, avec le travail des associations. Et je saluer notamment le travail que vous faites avec l'association Femmes Avec, parce que finalement, c'est un sujet qui nécessite l'engagement de toute la société. Les politiques publiques seules ne suffisent pas. Les associations seules ne peuvent pas y arriver. Et c'est pour ça que j'ai énormément travaillé pour multiplier les ressources qui leur étaient données, parce que nous sommes l'un des pays au monde qui a le plus de bénévoles, mais le bénévolat ne suffit pas. Il faut toujours aller plus loin. Les bracelets anti-rapprochement, le fait de pouvoir déposer plainte rapidement, d'être accompagné par les forces de l'ordre, etc., c'est bien, mais ça n'est pas suffisant si vous avez un voisin qui entend une femme battue tous les jours et qui ne dénonce pas cette violence. Ou si vous avez un membre de la famille qui dit à la femme « Ne pars pas, tu vas déstabiliser ta famille ». Le problème, c'est que ce ne part pas peut conduire à la mort. Donc le fait d'avoir travaillé sur ces politiques publiques pour permettre une prise en compte de ce sujet, parce que encore beaucoup de gens disent mais il n'y a plus de problème d'égalité entre les femmes et les hommes dans notre pays, mais que sinon nous n'aurions pas des chiffres aussi dramatiques. Ouais. Et sans même parler des violences. Les violences ne s'appliquent pas que physiquement, elles s'appliquent administrativement, elles s'appliquent économiquement. Il y a donc encore énormément de choses à faire. J'ai fait beaucoup, mais c'est loin de ce que nous avons encore à réaliser pour faire en sorte que l'égalité réelle et concrète soit là. Mais s'il y a un pays au monde qui peut y arriver, c'est bien la France. Eh bien, c'est un message d'espoir, hein, d'autant plus que vous citiez ce chiffre d'une femme tous les 3 jours, et aujourd'hui, avec les suicides forcés qu'on comptabilise aujourd'hui avec les féminicides, c'est 3 femmes par jour qui décèdent du coup de leur compagnon ou de ces actes qui les conduisent, enfin de ce climat psychologique et de ces violences psychologiques qui les conduisent à se donner la mort. Et vous avez raison, Muriel, on ne parle pas de celles qui sont estropiées, on ne parle pas de celles qui survivent, qui sont brûlées, qui ne meurent pas, et on ne parle pas... Les chiffres ne disent pas toujours toute la vérité. Et heureusement qu'il y a le travail des associations, notamment sur le terrain, qui permet de continuer de sensibiliser à tous les âges. Moi, j'étais choquée de constater que c'était souvent des enfants qui appelaient la police pour protéger leurs parents. Vous voyez, c'est la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et j'aimerais tant que tout le monde se sente concerné par ce sujet. C'est la meilleure manière, je crois, de le résoudre. Et quid des entreprises ? Alors, on a vu AXA avec l'hébergement d'urgence qui a été mis en place, Angie qui s'est aussi fortement engagée sur
ces sujets. La Maïf qui a créé une solution spécifique également d'assurance pour les femmes victimes de violences. AJP qui a été le premier à la créer. Absolument. Vous diriez quoi, vous qui êtes dans ce monde de l'entreprise aussi, leur engagement est majeur? D'abord, je salue ces entreprises qui s'engagent sur ces sujets. Beaucoup de chefs d'entreprise me disaient il y a quelques années, mais ça fait partie de la sphère privée, je ne peux pas m'immiscer sur ce sujet-là. Jusqu'à ce qu'un jour, le président d'une grande compagnie, d'une grande entreprise me dise, moi j'avais décidé de ne pas m'en occuper, jusqu'à ce qu'un jour, la police vienne chercher l'un de mes collaborateurs parce qu'il avait tabassé sa femme. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que c'est un fait de société et qu'on ne peut pas fermer les yeux dessus. Et aujourd'hui, je salue toutes les entreprises qui s'engagent parce qu'il faut du courage, parce qu'il faut de la volonté. On ne peut pas en faire un discours de marketing. Il y a énormément de gens qui font des choses réelles et concrètes en termes d'accompagnement, en termes de sensibilisation, en termes de solutions internes et externes. Ce que peut-être je déplorerais, c'est que ce soit toujours les mêmes entreprises. Oh, il y en a de plus en plus. Là, il y en a une nouvelle, par exemple, Verisure, qui a décidé de former ses 4000 collaborateurs. Alors, vous avez aussi défendu l'égalité professionnelle en renforçant l'index de parité dans les entreprises. 5 ans après la mise en œuvre de cet index égalité, est-ce qu'on avance vraiment en entreprise ou est-ce que c'est encore un mirage pour beaucoup de femmes? On en parle dans quelques instants avec vous. Retrouvez la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Vous êtes toujours sur Sud Radio dans la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, je reçois Elisabeth Moreno, ancienne ministre déléguée chargée d'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Nous évoquions il y a quelques instants l'égalité professionnelle. Alors, Elisabeth, vous qui avez porté l'index de parité et renforcé les dispositifs pour cette égalité et la diversité, 5 ans plus tard, est-ce qu'on peut dire que la société a progressé? Oui, bien sûr qu'elle a progressé. Mais peut-être trop lentement par rapport à ce que nous sommes en droit d'attendre aujourd'hui. Moi, je pense que l'index égalité professionnelle qui avait été mis en place par Muriel Pénicaud et dont nous nous sommes saisis parce que les femmes sont les premières victimes des inégalités dans le monde de l'entreprise, il a eu le mérite de mettre des chiffres sur ces inégalités parce que ceux qui ne se mesurent pas ne progressent pas. Et moi, je salue l'humilité de certains patrons et patronnes qui m'ont dit mais en fait, moi, je savais pas qu'il fallait augmenter une femme quand elle partait en congé maternité. Donc, cet index a permis de dialoguer, de discuter de certains sujets qui étaient encore un peu tabous. Et oui, il a progressé parce qu'on a de plus en plus d'entreprises qui atteignent les bonnes notes. Cela étant dit, on ne règle pas les inégalités avec des fichiers et des tableaux Excel. Et donc, c'est une bonne impulsion, mais il faut que tout le monde s'empare de cela. Il faut que les syndicats s'emparent de ces sujets-là. Il faut que les associations entrepreneuriales s'emparent de ces sujets-là. Il faut que les femmes et les hommes s'en servent comme un outil de performance et pas quelque chose qui peut freiner l'entreprise dans son développement. J'ai passé suffisamment de temps dans l'entreprise pour savoir que lorsque vous traitez correctement vos salariés, lorsqu'ils touchent le même salaire à travail égal, vous n'avez pas besoin de leur dire ce qu'ils ont à faire, ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc c'est un vrai outil d'engagement professionnel et j'encourage les entreprises à continuer de s'en saisir. Alors, vous avez souvent dit que vous ne cochiez aucune des cases traditionnellement associées à la réussite. On ne peut pas dire que votre parcours n'en soit pas la preuve. Nous sommes en 2025. Notre France se veut plus inclusive, mais on constate chaque jour que les fractures demeurent. À quoi est-ce qu'on assiste vraiment aujourd'hui pour vous ? Je suis très touchée par votre question parce que hier on m'a envoyé un article de 20 minutes de ce groupe de parachutistes dans l'Aube qui n'a rien trouvé de mieux que de se vêtir comme le Ku Klux Klan le faisait, que de se grimer, de se peinturlurer le visage avec de la peinture noire et de une exécution en 2025. En France. Alors, la fédération du parachutisme a pris les actions qui s'imposent, mais vous voyez bien les chiffres. L'antisémitisme grandit, le racisme grandit. En fait, comme toutes les périodes de crise, les droits humains sont les premiers attaqués. Et les personnes les plus vulnérables, celles considérées comme des minorités, je rappelle au passage que les femmes sont la seule majorité considérée comme une minorité, ce sont toujours ces personnes-là qui souffrent des périodes de crise. Donc,
nous avons la chance de vivre dans un pays qui est la patrie des droits de l'homme. C'est ici que la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été signée en France, à Versailles. On a toujours porté ça comme un étendard, mais il faut faire la distinction entre l'idéal et entre la réalité. Alors il manque quoi? Une volonté politique? Vous qui avez été au cœur du politique, est-ce que ce politique a bien pris conscience de tout cela? Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas davantage? Je pense que les politiques ont pris conscience du problème qu'il y a dans cette société. Le seul problème que nous avons, c'est que ceux qui en ont pris conscience l'utilisent contre les Français eux-mêmes. Moi, quand on me dit que je suis une Française de papier, on cherche à m'exclure. Je suis suffisamment forte pour surmonter cela, mais pensez aux jeunes issus des secondes, troisième, quatrième générations d'immigration, à qui on rappelle qu'ils sont encore des étrangers. Alors, on va parler de la liberté des femmes. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Elle devrait être au centre de tout. Cette liberté de parole que nous avons ce matin, que vous avez. La liberté d'action, la liberté économique, la liberté de choisir son propre chemin. Si on s'amusait à poser deux postulats, deux formes de liberté. L'indépendance qui permet de garder une parole libre et le pouvoir qui donne la capacité de décider. Comment est-ce que les femmes d'aujourd'hui peuvent conjuguer les deux? Ce que vous faites merveilleusement bien. C'est jamais merveilleusement bien. C'est parce que ça nous demande à nous, les femmes, de jongler en permanence. Nous, les femmes, nous avons une vie, 3 vies dans une. Il y a la vie familiale, il y a la vie professionnelle et il y a la vie sociale. Et je trouve que même dans notre pays, en 2025, ça reste compliqué et difficile de concilier les 3. Moi, je suis une femme issue du milieu de l'entreprise. L'entreprise m'a permis de m'émanciper. Elle m'a permis de gagner en liberté. Et la liberté, c'est ce qui vous permet de devenir ce que vous avez envie de devenir. Et je pense que lorsque vous gagnez en émancipation économique, c'est tout un pays qui y gagne, c'est toute une famille, c'est toute une communauté. Et donc nous devrions favoriser d'abord le travail des femmes, parce que le monde professionnel tel qu'il existe aujourd'hui, il a été construit pour des hommes qui travaillent de 9h à 18h. Si vous êtes une femme, et en plus une femme qui élève seule ses enfants, comme c'est le cas de 85% des familles monoparentales, c'est un jonglage permanent. On devrait avoir des politiques publiques qui permettent une meilleure garde des enfants. C'est un cauchemar aujourd'hui d'avoir des enfants, de trouver des systèmes de garde qui ne vous fassent pas culpabiliser si vous terminez à 20h le soir. Et en même temps, il faut avoir cette possibilité de pouvoir élever nos enfants correctement et de ne pas se dire qu'en partant en congé maternité, on risque d'être placardisé et d'être oublié pour les promotions qui viennent ou pour les augmentations de salaire qui viennent. Alors oui, c'est un problème de société, mais c'est aussi un problème d'éducation. Et sur ce problème d'éducation, vous donnez des cours à HEC sur le leadership inclusif. Donc cette indépendance économique des femmes, elle est absolument majeure. C'est grâce à cette conquête de l'autonomie économique que les femmes peuvent être libres. Ça se passe comment, ces cours? Mais d'abord, moi j'ai toujours adoré travailler avec les jeunes. D'abord parce que c'est là que tout commence. Quand vous plantez les graines de l'égalité dès le plus jeune âge, eh bien il y a des chances d'abord pour que ces jeunes grandissent en étant solides sur leurs 2 jambes, en comprenant qu'on n'a pas besoin de dominer, d'humilier et d'exclure les autres pour se sentir bien soi. Ça c'est la première chose. On a une génération extrêmement engagée, extrêmement ouverte et très sensible à ces questions d'égalité. Donc ça c'est du bonheur. Et les jeunes sont sans filtre. Quand vous faites bien, ils vous le disent, et quand vous faites mal, ils vous le disent aussi. Quand vous êtes déconnecté de la réalité, ils vous le disent aussi. J'apprends autant d'eux que je ne leur apporte de mon expérience. Donc c'est absolument passionnant. Et puis, je trouve que les jeunes qui entreprennent aujourd'hui entreprennent sur des sujets vitaux. Je suis présidente du conseil d'administration de Ring Capital. C'est un fonds d'investissement à impact social et environnemental. Quand j'entends les jeunes femmes et les jeunes hommes venir pitcher leurs projets, que ce soit sur la santé, sur l'éducation, sur les énergies renouvelables, sur tous ces sujets qui sont vitaux pour l'humain, mais sur lesquels on ne prête pas toujours toute l'attention qu'elles méritent et sur lesquelles on ne met pas toujours tous les capitaux qu'il faudrait investir pour pouvoir les faire grandir. Et je crois que cette jeunesse, qu'elle soit chez HEC ou qu'elle n'ait pas fait de grandes études, parce qu'il faut dire que pour entreprendre, on n'a pas besoin d'avoir fait Bac plus 43, eh bien, elle me donne beaucoup d'espoir. Alors, comment un conseil pour nos auditeurs, nos auditrices, comment on devient patronne de son destin ? C'est une question magnifique. Il nous faudrait à peu près 365 jours pour en parler. On les a pas, malheureusement. Comment on devient patron ou patronne de son destin ? C'est un long chemin.
C'est un très long chemin. En tout cas, pour moi, il a été long. Vous l'avez dit tout à l'heure, je ne cochais pas les cases de toutes ces personnes qui sont préparées dès le plus jeune âge à réussir. Toutes ces personnes qui sont poussées à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Moi, je fais partie de ces femmes ou de cette classe sociale qui ont dit « fais le mieux que tu peux ». Et ouais, vous avez fait très bien. Merci. Vous l'avez entendu. Mais je ne voulais pas me contenter du mieux que je pouvais. Pas. Ça ne me suffisait pas. Moi, j'avais envie d'être utile, j'avais envie de servir, j'avais envie de construire, de fabriquer, d'innover. Et j'avais envie de faire avancer la société avec mes idées, avec mes convictions. Et je n'y suis évidemment pas arrivée seule. Parce qu'il fut un temps, quand on me disait que j'étais une self-made woman, j'en étais fière. Et puis, en mûrissant, avec l'âge et la sagesse, aujourd'hui, je dis non, je ne suis pas une self-made woman. Parce que personne ne se fait seul. Personne ne réussit seul. Mes parents ont beau être illettrés, mais ils m'ont appris des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Ils m'ont appris le courage, l'intégrité, la force du travail. Ils m'ont appris le respect et la considération de l'autre. Je le dis à toutes les femmes et à tous les hommes qui nous écoutent, on ne réussit pas seul et tout le monde peut réussir. Et la réussite est quelque chose de très personnel, de très subjectif. Parce que ce qui peut être une réussite pour vous peut ne pas l'être pour moi. Ce qui compte, c'est que nous suivions notre chemin et que nous ne lâchions jamais nos rêves des yeux. Alors, merci Elisabeth Moreno pour cet échange. Moi, j'adore débattre avec vous. Et puis, cette exigence que vous prenez, enfin, qui est là, qui est présente, c'est une exigence que les femmes s'autorisent et s'imposent à la fois en même temps. Non, mais c'est assez magnifique. On dit souvent aux femmes d'oser. Je voudrais dire à chacune et à chacun que les femmes osent. Le système ne leur permet pas toujours d'aller jusqu'où elles sont capables d'aller. Alors, Elisabeth Moreno, de la France à l'Afrique, des engagements multiples, la défense d'une idée simple, la liberté essentielle, l'engagement n'a pas de frontières. Qui sait, peut-être qu'un jour, on vous retrouvera à la tête d'un pays, peut-être à la tête du Cap-Vert, qui est votre pays de naissance. La force de l'engagement, c'est chaque dimanche à 15h sur Sud Radio et en podcast sur sudradio.fr. Je vous retrouve dimanche prochain, même heure, même énergie, pour une nouvelle rencontre avec ceux et celles qui font bouger la société. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie de John pour le meilleur de Sud Radio. C'était la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. AJP.